Voici enfin la version française de Music is My Mistress. On cherche très vite à sa lecture les raisons pour lesquelles ce gros bouquin, unique en son genre et rempli d'informations et surtout d'appréciations passionnantes exprimées par le grand homme en personne, n'avait pas, dès sa parution initiale aux États-Unis, connu de traduction immédiate. Sans doute vivait-on alors une désaffection certaine pour le type de musique qu'Ellington représentait. Certes, il venait de vivre un de ses apogées de 1956, année de sa redécouverte par le grand public, jusqu'à la fin des années 60, date à laquelle le quittaient ou disparaissaient beaucoup de ceux qui avaient participé à la construction de sa légende. Il était alors reconnu et salué comme une personnalité incontournable du monde de la musique. On manquait cependant du recul nécessaire à la compréhension de l'ensemble de son œuvre, alors qu'il n'avait cessé d'évoluer jusqu'à couvrir, on ne le perçoit qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des conquêtes de la musique populaire américaine. La structure, la forme du livre avait d'autre part désorienté les lecteurs anglophones de ce côté-ci du Mississippi. Le Duke l'avait écrit comme il composait sa musique. Lui qui fut dans le jazz un précurseur dans le domaine des pièces de longue durée, écrivait le plus souvent, au fil de ses incessants voyages, des bribes de mélodies qu'il rassemblait, ordonnait et orchestrait ensuite pour et avec ses musiciens, en fonction de ce qu'il entendait, dans la posture absolument unique du compositeur ayant la chance de pouvoir tous les jours entendre et corriger le fruit de son travail. Peu habitué à composer des heures de suite à la table, il procédait de même pour ses textes. Comme il arrivait de noter une idée musicale sur une note de restaurant ou une facture de blanchisseur, ou encore sur la manche de chemise de son voisin au cours d'un vol, ainsi que me l'a raconté l'un de ses batteurs, Louis Bellson. De même, son autobiographie est constituée de courtes pièces confiées au fur et à mesure de leur écriture à un ami journaliste, Stanley Dance, chargé du déchiffrage et de la mise en forme. Le résultat est une suite charpentée et chronologique de souvenirs de lieux, d'événements marquants et au fil du temps, de portraits de personnages ayant compté dans ses vies musicales et sociales, de ses premiers maîtres jusqu'à Sinatra et Orson Welles, ainsi que de la plupart des grands solistes ayant accompagné sa longue carrière de chef d'orchestre. Ces dramatis felidae faisant vraisemblablement référence aux Cats en question, d'après l'argot des musiciens, sont les pages qui traduisent le plus finement la vraie personnalité d'Ellington. Une lecture distraite de ses notices donne au premier abord l'impression qu'il fut entouré toute sa vie des individus les plus délicieux du monde, élevés avec amour dans des familles baignant dans les valeurs les plus sacrées de la démocratie, de la bienséance, de la famille et de la piété. Une lecture plus attentive dévoile chez l'auteur une très vive intelligence, on s'en doutait, mais également une grande capacité à explorer les âmes, à sonder les cœurs, à repeindre la réalité et à entortiller les faits, afin que ces personnages soient montrés sous le meilleur jour possible, alors qu'en filigrane sont révélés des travers que le commun des mortels pardonnerait difficilement. Ainsi, le Duke est capable de donner d'un Johnny Hurst, qui fut probablement son plus grand soliste pendant une quarantaine d'années, un portrait parfaitement positif, alors que la relation entre les deux hommes fut marquée de fréquentes bouderies. Il arrivait ainsi, et souvent, au grand altiste, d'avoir sur scène l'air de s'ennuyer ferme, de se lever de sa chaise pour aller au micro avec autant de hâte qu'on peut en avoir à monter à l'échafaud, de compter du bout des doigts des dollars imaginaires alors qu'il était le mieux payé de l'équipe. Cette posture surprenante pour quiconque découvrait l'orchestre ne l'empêchait pas de jouer d'une façon systématiquement sublime. D'autre part, livré à lui-même, Hodges interprétait surtout un répertoire ellingtonien. Et son congé de l'orchestre, en 1951 et après 23 années de fidélité, ne dura que jusqu'en 1955. Il est vrai que lorsqu'Ellington écrit son éloge, il se remet difficilement de son décès subit en mai 1970. Dans l'eulogie qu'il écrit le soir même, il avoue son désarroi. Notre orchestre ne sonnera plus jamais pareil. Beaucoup plus courte, la notice dédiée à l'un des autres très grands personnages de l'aventure ducale, Cootie Williams, engagé en 1929 à l'âge de 18 ans,
En 1940, quelques mois après la création de Concerto for Cutie, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre pour le compositeur aussi bien que pour son interprète, le trompettiste accepte une offre plus lucrative de la part de Benny Goodman. « Well, ok », lui dit Duke, qui ne semble exprimer aucun sentiment. Le plus surprenant, c'est le retour au bercail 22 ans plus tard, mais Ellington n'y fait même pas allusion. En revanche, il couvre de compliments son alter ego, Billy Strayhorn, qu'il avait engagé en 1939 et qui devait prendre très vite une large part à l'élaboration du répertoire. On sait par exemple que le fameux Take the A-Train, indicatif de l'orchestre, était dû à Strayhorn, ainsi que des centaines de pièces souvent co-signées ou attribuées au boss, et que dans bon nombre de disques, le piano de Billy se faisait passer pour celui du Duke. Les deux prenaient d'ailleurs un malin plaisir à brouiller les pistes jusqu'à se céder la place au cours du même morceau, histoire d'agacer les critiques. Il n'est évidemment pas fait ici référence aux quelques occasions où Billy se trouva à deux doigts de quitter le bateau, frustré de ne pas voir son nom à l'affiche d'œuvres auxquelles il avait largement participé. On pense au spectacle musical Beggar's Holiday en 1947. Dans le programme, il ne figurait qu'en qualité d'orchestrateur. Les choses ayant été clarifiées à la fin des années 50, Sweet Pea, ainsi qu'on le surnommait, fut enfin mieux reconnu et resta auprès du maestro qui, il est vrai, lui assurait un train de vie enviable et qui fut inconsolable à partir de sa disparition le dernier jour de mai 1967. Il exprime ici sa profonde émotion et son désarroi. La plupart des éminents artistes ayant durablement marqué ou infléchi l'évolution et le style de sa musique sont traités par leur patron avec, au bout du compte, et à travers un écheveau indémêlable de non-dits et de fines allusions, beaucoup d'amour et de justesse. Cependant, c'est son appréciation très flatteuse du contrebassiste Ernie Shepard, qui devait hélas décéder au bout de quelques mois seulement au sein de l'orchestre, nous semble fort juste. Nous ne comprenons pas l'absence d'un chapitre consacré à Oscar Pettiford, le premier au même poste à avoir élevé, après le génial Jimmy Blanton, son instrument à un rôle de soliste à part entière et d'accompagnateur infaillible. On mettra cet oubli sur le compte de la distraction pure et simple de la part du Duke ou de Stanley Dance. Aux musiciens qui jouèrent régulièrement avec lui, il faut ajouter ceux qu'il admirait sans retenue ou qu'il croisa au fil du temps, en voyage, en concert ou au studio, d'Art Tatum à Mahalia Jackson. Il n'est pas avare de compliments vis-à-vis du flamboyant Dizzy Gillespie, de Charles Mingus, de Max Roach, de Miles Davis ou de John Coltrane. Il savoura chaque minute de la séance d'enregistrement qu'il fit avec ce dernier. Après avoir lu cette avalanche de compliments, on se demande s'il est bien exact qu'Ellington ait un jour déclaré « Jouer du bebop, c'est comme jouer au Scrabble sans les voyelles ». On évalue à environ 20 000 le nombre d'apparitions publiques de Duke Ellington. Pendant un demi-siècle, New York fut son port d'attache. Il passa cependant le plus clair de son temps à voyager aux quatre coins de son pays, puis dans le monde entier. En Europe d'abord, dès 1933, puis bien plus tard en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie. Les longues tournées internationales ne sont pas pour les musiciens des voyages d'agrément. La troupe que conduisait le duc ne pouvait se permettre de grands détours touristiques de beaucoup de villes. Elle ne connaissait que les gares, les aéroports, les salles de concert, les dancing et les hôtels quand on ne dormait pas dans l'autocar ou dans l'avion. On devenait plutôt, dans ces conditions, un spécialiste de la débrouille pour avoir en permanence du linge propre, la monnaie du pays, du temps pour dormir et pour s'alimenter entre deux aéroports, deux hôtels et deux loges d'artistes. Éviter les rages de dents quand on joue à Strasbourg le 13 novembre 1971, à Barcelone le 14, à Rio de Janeiro le 16. Éviter d'être réveillé à l'aube à Orange par une épouse inquiète qui ne trouve pas le sommeil à Dayton, Ohio, et qui n'a qu'une idée vague du décalage horaire. L'anecdote est vraie, je déjeunais ce jour-là avec le tromboniste en question, quand le duc en personne me demanda le temps qu'il fallait pour se rendre à Saint-Tropez. Ce diable d'homme s'occupait parfois de l'intendance à la manière d'un animateur de colonie de vacances. Il prend cependant de la hauteur dans son autobiographie pour décrire les lieux
de ses aventures multiples et variées. Parmi les premières villes évoquées, Londres, pour la fascination qu'exerçait sur lui la royauté. N'était-il pas duc lui-même? La famille royale collectionna très tôt ses disques. Le prince George avait en 1933 joué à 4 mains avec lui, tandis que le duc de Windsor l'avait impressionné à la batterie. Ellington ne dit rien de tout cela, mais insiste sur l'accueil enthousiaste qu'il reçut de la part des Anglais, qui sont les gens les plus civilisés du monde. Après Londres, Paris, qu'il visita plus de 20 fois entre 1933 et 1973, souvent le temps de 2 ou 3 concerts, sauf en 1960-61, où il resta plusieurs semaines travaillant sur une musique de film et profitant avec gourmandise de la vie parisienne. Son chapitre sur Paris lui donne l'occasion d'évoquer quelques bonnes tables et 2 immenses artistes qu'il admirait infiniment, Django Reinhardt, qu'il avait découvert en 1939 et engagé en 1946 pour une tournée outre-Atlantique, et Sidney Bechet, un de ses musiciens fétiches, américain à Paris depuis 1949. Et 2 promoteurs du jazz de longue date, Hugues Panassier et Charles Delaunay, un après-midi de juillet 1973, en répétition au Lincoln Center, Duke me demandera avant toute chose des nouvelles de ces 2 hommes, lesquels, il faut s'en souvenir, jouèrent un rôle primordial dans l'essor du jazz en France et en Europe. Quelques 200 pages plus loin, Ellington revient sur une longue série de voyages avec beaucoup plus de détails. Son journal de Goutelas, Duke donnant un concert en solo dont la recette ira à la restauration d'un château, est ainsi 3 fois plus copieux que son évocation de Londres. Tandis que les tournées lointaines organisées par le State Department donnent lieu à d'innombrables récits de réceptions accompagnés de milliers de baise-mains et de serments de pogne, alors qu'il faut se passer des vraies visites et de la rencontre des vrais gens, la vie d'artiste. On salue cependant bien bas ce grand homme qui fit, en 1963, la tournée que plus personne ne pourra effectuer avant très longtemps, et qui le mena avec sa troupe de Damas le 9 septembre, à Ankara le 21 novembre, en passant notamment par Kaboul, Colombo, Karachi, Téhéran, Bagdad et Beyrouth. Tournée interrompue par l'assassinat du président Kennedy le 22 novembre. On comprend ainsi, à travers son désir impérieux de créer et de partager les fruits de son activité incessante, son refus de se retirer. Les gens ne se retirent pas, on les retire. Ils sont mis de côté. De même, et à l'image de Churchill, Duke semble se porter d'autant mieux qu'il fera moins d'exercice et qu'il ne sera pas pollué par l'air frais. La seule chose qu'il fait à l'extérieur, ce sont des concerts. Music is my mistress tombe à point nommé pour rappeler à tous la vraie dimension et la complexité du personnage qu'était Duke Ellington. À l'époque où il se révèle, on découvre un vrai compositeur équipé d'une originalité mélodique et harmonique qui en fait un artiste unique. Sans grand bagage technique, il invente des alliages sonores surprenants qui intriguent la profession et séduisent les auditeurs. Sans virtuosité, il devient petit à petit un pianiste d'orchestre sans pareil, puis un soliste passionnant qui traversera toute l'histoire du ragtime à l'avant-garde. Inventeur de forme, il tente avec succès d'échapper au carcan de la durée imposée par les prix disques. Sa première suite à plusieurs thèmes et plusieurs tempi s'étend sur plus de 5 minutes. Il obtient qu'elle paraisse sur les 2 phases de 78 tours, et la suivante, en hommage à sa mère, aura besoin de 4 phases. Jusqu'à ce jour de 1943 où il présente au Carnegie Hall une pièce en 3 parties qui dépasse les 3 quarts d'heure. Les musiciens de tous bords saluent l'artiste, de nombreux critiques font la tête, se demandent quelle mouche a piqué ce jaseux tout frais sorti du dancing et qui semble vouloir poéter plus haut que son luth. Sa compagnie de disques n'enregistre que quelques extraits de cette œuvre, Black, Brown and Beige, imposante fresque musicale retraçant l'histoire du peuple noir des États-Unis. Mais le duc persistera avec des bonheurs divers, mais la plupart du temps à très haute altitude, confère Such Sweet Thunder, suite shakespearienne à ne pas rater, ou Harlem, ou la Queen's Suite, ou la Suite Thursday, dans cette idée de grande forme. Aujourd'hui, à l'heure du numérique, tous les compositeurs ont de tels travaux à proposer.
Autre innovation ellingtonienne, la volonté de mettre en vedette un soliste en particulier. Concerto for Cootie pour Cootie Williams, Clarinet Lament pour le clarinettiste Barney Bigard ou The Mood to be Wood pour Johnny Hodges constituent trois réussites formidables, comme cette volonté de faire entendre la contrebasse, quitte à s'occuper sur scène comme au studio de la position du micro. Grand inventeur de mélodie, Ellington le fut à un point tel qu'il n'eut souvent pas conscience qu'il comptait parmi les grands songwriters de son pays, et que d'autres firent avant lui des chansons à succès à partir de ces instrumentaux. On passe à Mood Indigo, à Solitude, à Sophisticated Lady, Prelude to a Kiss, à Let a Song Go Out of My Heart, et à des dizaines d'autres. Avant de conclure, sachez que ces quelques lignes ne font que soulever le couvercle d'une malle encore pleine de trésors à découvrir. Il passa le plus clair de sa vie à semer sa grande musique au hasard de dancing improbables et des plus prestigieuses salles de concert du monde, à la tête d'une bande de solistes que tous les autres chefs lui enviaient, mais qui restaient avec lui parce qu'en dehors de son univers, il perdait le plus précieux de leur substance, dans une ambiance participant pour certains d'entre eux de celle de la forêt de Sherwood, entre un tromboniste futur archevêque et quelques soifards impénitents, sans qu'il éprouve l'envie d'imposer une quelconque discipline. Son œuvre, originale et forte, n'a pas pris une ride et continue à nous donner de grands bonheurs et à inspirer les musiciens de toutes les générations. Le moment est venu d'en mieux connaître les secrets.